Bonjour à toutes et tous et bienvenue donc dans cette séance du séminaire Discours NES Paris. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir, Johannes Angermüller, Luciana Radougagui, Marc Glady et moi-même, d'accueillir Marie Végnard qui est maîtresse de conférence à l'Université Paris-Cité, membre du laboratoire EDA, Éducation, Discours, Apprentissage, qui va aujourd'hui présenter une recherche qu'elle a menée auprès de militants pour les droits des étrangers en France, et elle va s'intéresser à une pratique discursive et politique où il s'agit de ne pas parler à la place des premiers concernés. Je me permets de rappeler qu'elle a co-dirigé avec Laura Calabrese un ouvrage, donc Penser les mots, dire la migration, qui est paru en 2018. Et donc, Marie, si tu en es d'accord, je vais tout de suite te donner la parole pour nous présenter donc ton travail. Et donc, ce que nous vous proposons, c'est ensuite, à la fin de l'intervention de Marie, d'échanger avec elle autour de sa recherche. Merci. Merci Christine. Je suis ravie d'être là et d'avoir la chance de vous présenter ces premiers résultats d'une enquête que j'ai menée en 2019-2020. Je vais juste dire peut-être un petit peu comment j'en suis arrivée là avant de commencer. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup en analyse du discours, sur des discours médiatiques et politiques pendant longtemps, et institutionnels également, et à la faveur d'un projet de recherche sur plusieurs pays, donc France, Italie, Allemagne et Grande-Bretagne. J'ai commencé à travailler sur les discours sur l'immigration dans la presse. Donc un gros projet comparatif c'est un peu dispositif classique, presse de droite, presse de gauche dans ces différents pays. Et donc, on avait travaillé de manière quantitative. Et voilà, et au bout d'un moment, ces discours sur l'immigration dans les médias m'ont semblé très pesants, très, très négatifs et un peu oppressants. Et j'ai eu envie d'aller voir s'il y avait des discours plus positifs, je le dis de manière très, très large. Et donc, j'ai pensé au discours militant. J'ai commencé un peu une petite exploration de collectifs, d'actions dont je pouvais avoir connaissance. Et en fait, j'ai rejoint j'ai participé aux activités d'un collectif de ce qu'on appelle de militants soutien, donc des militants qui sont en soutien aux migrants et qui défendent les droits des personnes en migration. Et autour d'eux gravitait un collectif de personnes sans papier, donc de personnes arrivées en France, parfois légalement, parfois non, mais qui étaient dans cette dynamique de recherche de régularisation. Et en assistant donc on a fait une première manifestation, j'ai fait une première manifestation avec eux. Et au départ, je voulais travailler plutôt sur le contre-discours, une problématique un peu de dialogisme, je me demandais comment les militants maîtrisaient les discours institutionnels, les discours politiques, et comment ils se les appropriaient pour les contester, quoi. Et puis, un jour en réunion, la réunion se passe, donc il y avait une grande table avec des chaises tout autour de la table. C'était une réunion du collectif des personnes sans papier, et il y avait quelques soutiens qui assistaient, et à un moment, il y avait des chaises libres autour de la table, puis il y en avait derrière. Et une des soutiens, donc un sans-papier est arrivé, et une des soutiens a lâché sa chaise au bord sur la table, au premier rang de la table, quoi, pour la laisser à cette personne qui est arrivée. Et alors que par ailleurs, il y avait d'autres chaises disponibles, et que par ailleurs, donc elle est allée, la soutien, s'asseoir plus loin, plus derrière, et le militant sans papier, lui, n'a pas pris cette chaise-là, il est allé lui aussi s'asseoir plus derrière.
Et en fait, ça m'a frappée. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, en fait? Pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène-là que je ne comprenais pas, disons pas complètement, quoi. Et c'est ça qui m'a amené à cette question de, voilà, et après, bon, bah, j'ai continué mon enquête de terrain, et puis voilà, la répétition de l'idée de ne pas parler à la place des sans-papiers, à la place des premiers concernés, a été très forte, et j'ai essayé de m'emparer de cet objet-là avec les outils de l'analyse du discours. Donc ça, c'est important. Je vais démarrer ma présentation, le partage. On va faire basique. Tac. Voilà. Voilà, donc je partirai du regard de l'analyse du discours. Je pense que ça, c'est important, même si j'emprunterai certaines notions à la sociolinguistique. Mon ancrage, j'ai un peu hésité, mais voilà, je pense que c'est important que je maintienne mon ancrage, enfin qu'il y ait un gain dans l'analyse à maintenir cet ancrage en analyse du discours. Ce que je vais dire là est en fait une compilation de 2 articles qui sont parus récemment dans Glottopol et dans Nouvelle Revue Synergie Canada. Alors, cette histoire de ne pas parler à la place des premiers concernés, donc c'est une enquête par distanciation, au sens où moi je ne connaissais pas le milieu militant avant de faire cette enquête. Donc je découvrais voilà, un certain nombre de pratiques. Cet énoncé, ne pas parler à la place des sans-papiers, il est très très récurrent. Il circule dans d'autres sphères militantes, par exemple les sphères féministes, queer, aussi dans le milieu médical, par exemple. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est enfin, à la fois, c'est plutôt marginal, c'est plutôt dans les marges, mais c'est pas rare. Voilà. Moi, je vais me limiter en fait à cette situation des sans-papiers, parce que je pense qu'il y a un intérêt en fait à observer ce principe communicationnel de manière située. Donc voilà, vous voyez sur l'écran quelques énoncés tirés de l'enquête ou de publications qui reprennent cette idée de parole, de parole des premiers concernés. Là, vous avez Madjiguène Cissé qui a animé l'occupation de l'église Saint-Bernard en 1996, un des temps forts de l'histoire de la lutte des sans-papiers à Paris et en France. Et voilà, elle dit, c'est ce que vous avez à la fin là, je savais on ne pourrait réussir, voilà, il fallait que, voilà, pour gagner la régularisation, j'avais la certitude qu'il faudrait une décision politique, mais qu'elle ne viendrait que si nous avions réussi, nous-mêmes sans délégation, à convaincre l'opinion publique. Vous avez un peu le deuxième exemple qui vient de mon journal de terrain, quelqu'un qui, suite à une petite querelle entre collectifs, une soutien qui dit « il voulait me faire parler pour les sans-papiers, mais au bout d'un moment, j'ai refusé ». Un peu plus loin, un autre militant qui dit ah, c'est impossible d'aller négocier avec que des Français, les délégations, c'est un blanc, un sans-papier, ou un sans-papier, un sans-papier. Un peu plus, encore une autre réunion là, avec des syndicats. Et donc, il faudrait arriver avec des échéances à proposer, et si elles émanent des collectifs de sans-papiers, elles seront d'autant plus légitimes. Donc là, on a cette valeur de légitimité. Et puis, un des leaders historiques de cette lutte, Anzuman Sissoko, et nous, voilà, donc il parlait de cette idée de ne pas parler à la place des sans-papiers. Il dit ce discours-là, beaucoup de gens le disent, mais au fond d'eux, ils veulent que tu... Ah, pardon, excusez-moi. Ils veulent que tu fasses à leur manière. Donc, cette idée-là, en fait, elle revient très, 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 très souvent chez plein de personnes différentes, dans des cadres différents.
Donc, elle est récurrente, quoi. Alors, ça m'a amené à une recherche sur... oui, donc, Christine, pardon, excuse-moi, hein, mais du coup, là, j'ai à peu près jusqu'à 15 heures, quoi, à peu près, quelque chose comme ça. Attends. Oui, oui, bien sûr. Ouais, voilà, d'accord, ok. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, comme on n'est pas très nombreux, enfin, voilà, ou si je vais trop vite, ou à me dire, en fait. Hein. C'est vrai que c'est un peu bizarre de présenter comme ça, toute seule. En fait, j'ai l'impression de parler dans le vide, en fait. Non, on est là, t'inquiète pas. Ok. N'hésitez pas à me faire des petits émoticônes de temps en temps. On est là, Marie, on Bon. t'écoute. Donc, l'objet d'étude, ça sera cette règle. En premier abord, je parle de règle métacommunicationnelle, de ne pas parler à la place des premiers concernés. Et voilà, je pense que c'est bien de ne pas le caractériser plus que ça au début. L'idée, c'est d'observer comment cette règle, elle circule dans le dispositif de l'enquête qui a été donc à la fois ce collectif de personnes sans papier et à la fois de militants sans papier et ce collectif de militants soutien, en fait. Donc il y avait un peu l'idée de... c'est pas forcément de voir des deux côtés, mais plutôt comment elle circule dans ce milieu-là. Plus largement, l'idée, c'est de développer une recherche sur l'éthique langagière dans un cadre précis qui est celui des activités politiques. Il y a 2 points qui sont importants, qui, moi, m'ont semblé, ont été importants sont importants dans la manière dont j'aborde cet objet. C'est que, d'abord, c'est ce que vous voyez en haut, j'adopterai une approche descriptive et non normative de cet objet-là. Et deuxième point, mais c'est lié en fait, pour moi, ne pas parler, cette règle métacommunicationnelle, elle existe à 2 niveaux qui se complètent en fait, mais qui sont différents. Elle existe en tant que pratique langagière et en tant que principe. Donc, je vais essayer d'illustrer aujourd'hui ces 2 dimensions de fonctionnement. Alors, pourquoi, dans la question de la parole des sans-papiers dans leur lutte, c'est quelque chose qui, et plus largement de l'autonomie des sans-papiers dans leur lutte, c'est quelque chose qui est très souvent évoqué dans les travaux des sciences sociales sur les mobilisations des sans-papiers. L'énoncé un peu fondateur, c'est celui de Johanna Siméan en 1998 qui dit, alors elle parle des groupes minoritaires en général, hein, ils ne se mobilisent pas, ils sont mobilisés et constitués par des entrepreneurs, donc des entrepreneurs de cause, qui pour certains vont se faire les porte-parole d'une population dont ils ne partagent pas toutes les caractéristiques. Et donc, alors ça peut être, en fait, ça a été, donc c'est l'idée que finalement, les sans-papiers seraient passifs dans leur mobilisation. Passifs parce qu'ils ont peu de ressources, ils sont en situation régulière, donc c'est difficile de se mobiliser, c'est une population vulnérable du point de vue de la mobilisation politique, puisque évidemment, le fait de se présenter dans une manifestation, c'est un risque, il y a un risque d'arrestation. Par ailleurs, c'est une population qui est vulnérable du point de vue du logement, de ses conditions de travail. Donc, ça fait que souvent, les sociologues parlent pour ce type de mobilisation improbable. C'est des gens qui sont peu susceptibles de se mobiliser vu leurs conditions socio-économiques de vie. Alors, il y a quelqu'un qui aborde la question sous un angle un peu différent, c'est Daniel Véron, qui dit qu'il faut arrêter de parler, de penser ces mobilisations comme improbables. Et lui, il préfère, donc il utilise la distinction de Michel de Certeau entre des stratégies et des tactiques. Donc les stratégies, ça serait un plan organisé, et puis les tactiques, c'est plus du bricolage au jour le jour. Et donc les tactiques, pour lui,
ce serait caractéristique de ce type de mobilisation. Il pose aussi que pour ces minoritaires, ils ont il souligne l'importance de ce qu'il appelle des espaces protégés, en s'appuyant sur James Scott, les espaces cachés, qui seraient des espaces où justement les compétences militantes pourraient se former. Et donc, je vais lire la citation, donc il termine son article de 2019 en disant « Cette parole, donc la parole des sans-papiers, ne sort pas ex nihilo, elle se construit dans le fourmillement des espaces protégés où s'exerce, avec un accent, une intelligence critique d'analyse d'une condition sociale marquée par des rapports de domination, intelligence qui vient ensuite nourrir les effractions de la parole subalterne dans l'espace public. » Voilà, et donc ça va être, donc il souligne l'intérêt d'observer ces discours qui vont circuler dans des espaces protégés. Ça va être les réunions de collectifs, les permanences syndicales ou associatives, les discussions dans des cortèges de manifestations, voilà, les piquets de grève aussi, les moments de convivialité qui rythment la vie militante. Donc dans tous ces espaces qui souvent rencontre une population mixte, puisque du coup, on va avoir à la fois des militants sans papier et des militants soutiens. Et en fait, dans tous ces espaces, j'ai pu observer la présence de cette règle métacommunicationnelle, et j'insiste, avec toutes ces ambivalences. Moi, c'est ça qui m'a intéressée en fait dans cet objet, en fait, c'est que c'est disons que ça pourrait paraître simple. Il y a des concernés au premier plan par une mobilisation ou par une discrimination, et il suffirait de ne pas parler à leur place, en fait. Mais dans ce cas-là, le problème, c'est, enfin, le paradoxe qui va se passer pour le cas particulier des sans-papiers, c'est que c'est une lutte d'alliance. Je regarde si j'ai ça sur une slide. Bon, je vais peut-être un peu plus loin, je ne sais pas trop. C'est une lutte d'alliance, et que la lutte se fait toujours entre soutien et sans-papiers, en fait. Donc, du coup, dans ce cas-là, ça pourrait être ça, hein, que les soutiens ne s'expriment pas quand ils sont là, mais comme ils sont là, en fait, alors c'est pas forcément qu'ils s'expriment pour prendre la place, pour parler à la place des sans-papiers, mais la question se pose de savoir comment ils font pour respecter cette règle de ne pas parler à la place des sans-papiers alors qu'ils sont là, et qui prennent part à cette lutte. Donc c'est vraiment ça, en fait, la manière dont c'est mis en œuvre, c'est ça qui m'a intéressée, en fait. Pour préciser en fait ce qui m'a intéressé, et j'avance un peu, mais pour préciser ce qui est important pour moi dans la manière dont j'aborde ça, c'est lié à la question des ambivalences, en fait. C'est que quand on parle de paroles des premiers concernés, on peut, comme le fait Marine Pavot, 2017, de parler, par exemple, d'appropriation discursive. Donc, ça serait un groupe dominant qui s'approprierait la parole d'un groupe dominé. Et elle mentionne deux possibilités de manifestation de l'appropriation discursive: la destitution interprétative, c'est-à-dire retirer à quelqu'un la possibilité de donner sens à sa situation, et l'énonciation ventriloque, donc c'est voilà, le fait de parler à la place. Alors, les personnes de l'enquête, hein, sont très sourcilleux de cette question de l'appropriation discursive. Et de fait, si vous, voilà, là j'ai mis un extrait d'une page d'un post Facebook qui fait un petit rappel
au soutien en leur disant que ce n'est pas à eux de prendre la parole. Donc je lis l'extrait. Il semble important de rappeler encore une fois qu'il est primordial que la parole des personnes concernées soit mise en avant. Les personnes en soutien ne parlent pas mieux de la situation que celles qui la vivent. Donc les acteurs de l'enquête ont une conscience réflexive de la possibilité d'une appropriation discursive. Ouais, voilà, donc ça c'est la suite, hein, et donc la recommandation c'est merci aux journalistes de faire l'effort de venir parler aux premiers concernés, d'un côté, et puis de l'autre côté, au soutien de ne pas se mettre en avant. Donc ça, cette question de l'appropriation discursive, ça amène Marianne Pavot donc à critiquer l'appropriation discursive, mais aussi à critiquer une autre position qui est celle de donner la parole, en fait. Donc, Marianne Pavot écrit l'action politique impliquée par cette réflexion sur l'appropriation discursive, hein, elle parle de l'appropriation discursive et la critique de l'appropriation discursive, n'est pas d'amener les subalternes à la parole, ce qui constituerait un point de vue charitable, variante pour elle de l'appropriation discursive, mais ce qu'il faudrait faire, selon elle, c'est engager une lutte contre la subalternité elle-même. Et donc, on retrouve cette même critique de l'idée de donner la parole chez Cécile Canu, qui parle là de production artistique. Et pour elle, l'idée de donner la parole à un groupe opprimé, bien que né d'intentions généreuses, révèle un régime linguistique idéologique néocolonial. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette critique du fait de donner la parole, c'est en fait une critique du dispositif, de la manière dont la parole va être donnée, va être dans le dispositif qui va être construit autour de la parole des premiers concernés. Pavot et Canu adoptent toutes les deux une position critique. On a une position un peu différente chez Ferron, Auger et Ney, dans les actes du colloque donner la parole aux sans-voix. Et puisque pour eux, en fait, tout dispositif de parole, en fait, qu'on la donne, qu'on la prenne, quelle que soit la situation, mais toute situation suppose un dispositif. Et donc, ce qui se pose, c'est pas tant, enfin, la question que eux soulignent, et la question de recherche, c'est pas tant si on donne vraiment, si on donne complètement ou pas, en fait, c'est comment ce dispositif va-t-il marcher. Et donc, voilà, l'objet, c'est la question des conditions pratiques de suspension, de limitation, voire d'inversion provisoire du monopole de la parole publique légitime. Donc, ça ouvre en fait sur un questionnement qui, à mon sens, est plus riche, qui est celui de la description du dispositif. Sinon, le problème en fait que moi j'aurais avec les approches critiques est-ce qu'il faut donner la parole, pas donner la parole, etc., c'est que souvent ça ne peut ouvrir que sur des questionnements de nature évaluative, du style vous dites que vous donnez la parole aux premiers concernés, mais le faites-vous vraiment? Vous dites que vous ne parlez pas à la place des premiers concernés, mais le faites-vous vraiment? Est-ce que vous le faites bien, moyennement bien, très bien, pas du tout bien, etc. Et du point de vue de la recherche, en fait, c'est assez limitant comme questionnement parce que du coup, la question, c'est une pure question évaluative et je ne suis pas sûre que les linguistes soient les mieux outillés pour travailler là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas
ça ne vaudrait pas la peine de se poser la question, parce que par ailleurs, il y a des études tout à fait quantitatives sur, par exemple, la parole des personnes migrantes dans la presse. Il y a une étude de Bittencourt en 2021 où elle montre que la quantité du nombre de mots, tout simplement, dévolus aux personnes migrantes dans les articles sur l'immigration, elle est extrêmement faible par rapport aux locuteurs politiques, y compris aussi par rapport aux locuteurs associatifs, et elle montre aussi que disons que les citations qui sont choisies pour les personnes migrantes, en fait, sont très répétitives, voire des redites de citations qui avaient déjà été prises dans des communiqués de presse. Donc, en fait, cette question, elle est légitime. Et effectivement, l'accès à la parole, il est inégal, mais du point de vue de la recherche, ça ne me semble pas très riche de se poser la question d'une nature évaluative. Mais par contre, je pense que, voilà, après, on peut, dans le cadre d'un travail avec les acteurs de terrain, réfléchir à ces questions-là, en fait, pour proposer des améliorations, enfin, pour réfléchir à des améliorations s'il y a besoin, en fait. Ok, j'ai un peu dérivé et puis je parcours un peu en puzzle mon PowerPoint. Alors, voilà, bon, j'ai passé ça ici. Là, donc, je reviens sur l'analyse du discours. Après ce petit point sur le positionnement descriptif et non normatif. Donc voilà, c'est la question du discours qui est l'analyse du discours qui ne sépare l'énoncé, ni de sa structure linguistique, de ses conditions de production historiques et politiques, ni des interactions subjectives. Et voilà, le discours n'est pas individuel, mais c'est la manifestation d'une surdétermination de toute parole individuelle. Ok, ça c'est le point de départ. Donc l'analyse du discours, on peut dire, a un intérêt pour ce qui est dissible dans une situation donnée. C'est ce qu'on retrouve à Roche-Henry et Pêcheux. Je vais aller assez vite. Donc les formations idéologiques déterminent des formations discursives qui déterminent ce qui peut et doit être dit, articulé sous la forme d'une harangue, d'un sermon, etc. Donc une liste de genres, à partir d'une position donnée dans une conjoncture donnée. Donc cet intérêt de l'analyse du discours pour ce qui va normer la parole, ce qui va contraindre la parole. L'essentiel des travaux d'analyse de discours ont été faits sur des contraintes qui sont des contraintes idéologiques, en fait, que ce soit si on travaille sur la presse, journal de droite, journal de gauche, enfin ce type de contraintes-là, en fait, ou des contraintes de statut, des contraintes, voilà. Mais quelque chose qui a peut-être été moins exploré, c'est des contraintes qui viendraient de métadiscours. Des discours sur la langue et sur comment on doit parler. Alors, c'est pas un champ vierge malgré tout. Je pense notamment à deux séries de travaux, les travaux de Jacques Guillemot sur langue et révolution française, où il y avait énormément c'est un moment où il y a eu beaucoup de réflexions sur qu'est-ce que c'est quel français pour dire la nouvelle politique, et puis donc avec vraiment des réflexions méta-discursives et métalinguistiques aussi, et puis je pense aussi, c'est pas exhaustif, mais aux travaux d'Alice Krieg-Planck sur les métadiscours, le livre politique par exemple, qu'elle interprète comme, enfin qu'elle analyse comme un genre qui permet un métadiscours sur ce qu'on peut ou pas dire dans le monde politique, et le livre politique est dans ce cas-là un espace de liberté qui permettrait de s'exprimer, d'exprimer des choses qu'on ne peut pas dire actuellement. Donc du coup, la question que je voudrais me poser dans le cadre de cette étude sur la construction de l'espace du dissible, c'est qu'est-ce qui est dissible dans un collectif antiraciste allié à un collectif de sans-papiers.
La réflexivité langagière dans les discours militants est un objet qui a déjà été travaillé. Pour donner des travaux précis, en fait, hein, vous avez donc au milieu de la slide, vous avez, je mets en avant 3 travaux, donc Immaquili 2018 qui fait le lien entre la critique anarchiste du pouvoir et la régulation de la parole en assemblée générale. Donc il y a un lien entre un système idéologique et puis des pratiques langagières qui en découlent. Abou 2017 entre la critique anarchiste de l'ordre et des rapports hiérarchiques et l'écriture inclusive telle qu'elle se manifeste dans des collectifs anarchistes. Et Husson 2017 qui fait le lien entre l'idéologie du care et le trigger warning sur un corpus de forums ou de blogs féministes. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, là, il y a un lien entre une idéologie au sens très large hein, et une pratique langagière. C'est pas un hasard, les militants sont tout à fait conscients du rôle du discours comme lieu de lutte. Hein. C'est Julie Abou qui le mentionne, par exemple, en disant que le discours est appréhendé non seulement comme un lieu du politique, mais comme une pratique du politique. Donc, ça, voilà, ce qui est créé repose sur une appréhension de la langue comme lieu de lutte. Donc ça, c'est important aussi, je pense, parce que souvent, on oublie cette dimension-là. En fait, on oublie que comme si, travaillant sur des discours militants, l'analyste du discours oubliait qu'il s'agit de discours militants et que, en fait, c'est des discours qui viennent de groupes, qui ont des objectifs, ils sont donc inscrits dans des activités politiques, des activités de diffusion de certaines idées, de certaines pratiques, de certaines revendications. Et en fait, c'est pour ça, enfin, c'est pour eux-mêmes, dans ce caractère situé, qu'ils doivent être abordés. En fait. Voilà, on trouve dans cette réflexivité une dimension, les marques en fait d'une intention éthique, avec notamment la mention de valeurs qui sont associées à cette pratique. Donc, ce premier extrait que j'ai déjà mentionné sur la légitimité, hein, si elles émanent des collectifs de sans-papiers. Donc, si on respecte le ne pas parler, ah oui, pardon, oui, NP3, c'est ne pas parler à la place des premiers concernés. Donc, si on respecte cette règle, les demandes seront légitimes. Quelqu'un qui évoque la valeur de respect liée à cette question de ne pas parler à la place des premiers concernés, c'est un truc déjà respectueux qui permet à ceux qui ont moins l'habitude de parler, du coup, de leur donner la parole. Aussi, on voit la dimension d'idéalité, d'intention de cette pratique. Hein, son rêve, enfin le rêve de voilà, quelqu'un un militant qui dit mon rêve, ça serait que le collectif soit complètement, voilà, pour une fois que les sans-papiers soient complètement autonomes. Et donc, on a à la fois cette dimension de valeur forte, et puis on a aussi la dimension des normes, des contraintes, donc le côté injonctif de cette règle. C'est pour ça que je parle de règle, en fait. Hein. Voilà, en réunion, une militante qui dit « on ne peut pas, en insistant sur on ne peut pas faire dominer notre parole », ou en entretien, quelqu'un qui dit « je fais hyper gaffe ». Voilà, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation dominante. Tu vas remarquer, je prends pas 36 milliards de fois la parole, moi, pour ces raisons-là, etc. Donc, cette pratique, elle est articulée à des valeurs et elle a une composante normative. Voilà, elle participe de
de la formation d'un ethos militant, en fait, hein, dans tous les groupes, les collectifs militants que j'ai pu observer, dans tout le monde en a parlé, tout le monde, voilà, tout le monde le pratique. C'est quelque chose qui est commun à ces groupes-là. Je ne parle pas des associations, là, je parle vraiment de collectifs de militance politique. Voilà. Alors là, il est 39. Oui, tu as encore voilà. 20 minutes. Oui, voilà, ou un peu moins hein, si tu veux, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est juste que je voudrais aller quand même avoir un petit peu de temps pour les extraits de corpus, en fait. Alors, attendez, je regarde un petit peu. Ouais, du coup, ça c'est bon. Ouais, ok, c'est bon. Alors, voilà, donc là, je ne vais pas faire une articulation épistémologique de l'analyse du discours et de la sociolinguistique ou de l'anthropologie linguistique, mais juste, il y a une notion qui m'a semblé intéressante en sociolinguistique et en anthropologie linguistique, c'est celle d'idéologie langagière. Et donc, c'est ces discours qui vont être que les locuteurs tiennent sur les langues. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, ils reprennent dans la veine marxiste de la définition de l'idéologie, c'est-à-dire où l'idéologie est liée à une pratique. Donc, c'est ce que vous avez dans la définition de James Costa. Donc, l'idéologie langagière est un discours réflexif sur et constitutif de la pratique sociale. Linguistique ou autre, et par voie de conséquence sur les objets et sur les liens entre les mots et les choses. Loin de n'être qu'un simple discours qui ne renverrait qu'à lui-même, l'idéologie fonctionne de manière indexicale en ancrant les mots dans les choses et les expériences. Donc ça, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire le fait que voilà, il y a un lien avec la pratique et donc on va le voir au niveau, tel que moi je peux l'aborder, par exemple au niveau des gestes, des regards dans les interactions, ça se diffuse en fait, l'idéologie se diffuse. Alors, avant de passer aux exemples, il me reste à dire que, du coup, s'il y a cette idée de diffusion, en fait, l'hypothèse que je fais, c'est que cette règle métacommunicationnelle, ne pas parler à la place des premiers concernés, elle constitue un répertoire linguistique. Donc, c'est l'utilisation, c'est une notion que je reprends à Aga et que par exemple, Suzy Tellep a très bien illustré sur le fait de whiteiser chez les Blancs, cette pratique de parler comme un Blanc pour une personne noire. Et en fait, c'est l'idée que il y a un registre, c'est un répertoire de formes linguistiques qui sont culturellement déterminées, qui sont socialement situées et qui vont indexer certains contextes, certains rôles, certaines relations et le type de pratiques sociales dans lesquelles elles sont engagées. Donc en fait, c'est par une série de formes linguistiques, on va actualiser un certain rôle social. Donc en l'occurrence, dans mon cas, ça serait ce positionnement éthique vis-à-vis des sans-papiers dans cette lutte qui est une lutte d'alliance. Alors, donc en fait, moi j'ai procédé par une enquête par observation participante, participation observante, donc qui a duré en tout 18 mois et avec 8 mois de présence intensive sur le terrain. Auprès de ce collectif de militants sans papier et d'un collectif de militants engagés auprès des personnes migrantes, donc de soutien.
Mais le corps principal de mon corpus, c'est des enregistrements de réunions. Donc, j'ai enregistré les réunions du collectif de sans-papiers pendant pendant 8 mois à peu près. Je dispose également de journal de terrain. Donc, ça va être des prises de notes à la volée pendant les réunions ou des notes a posteriori. Et j'ai également à disposition des entretiens avec des militants soutiens et des sans-papiers, des militants sans-papiers, ainsi qu'un corpus ouvert de tracts, de messages, de listes de diffusion, etc. Donc le cœur du corpus, c'est vraiment les enregistrements de réunions, au sens où pour moi, c'est aussi là où j'ai eu peut-être, enfin voilà. Donc pour moi, en fait, c'est ça le cœur. D'abord parce que en fait, j'étais assez passive à ce moment-là, donc j'intervenais pas peu dans ces moments-là. Déjà deux, c'est enregistré. Et puis, du coup, tout le reste, en fait, les notes de terrain, les entretiens, etc., me sert à confirmer, infirmer ou permettre d'avancer des hypothèses, mais je dirais que ça n'a pas le même statut que les enregistrements de réunion. Alors, donc, si on veut décrire ne pas parler à la place des premiers concernés comme une pratique et comme un principe, donc c'est vraiment, je voudrais développer ces deux points-là. Donc, je vais commencer par la pratique et ce que je voudrais montrer, c'est 3 exemples assez brefs pour montrer comment ça peut être un registre, c'est-à-dire un ensemble de marqueurs linguistiques qu'on va mettre en œuvre en fait pour rendre visible, pour performer ce rôle social de soutien solidaire aux personnes sans papier. Alors, le premier, je vais développer plutôt ce premier exemple-là. C'est un exemple qui, là, va concerner un geste. Donc ça, c'est des notes de terrain. Donc en fait, on est 2 soutiens et on accompagne quelqu'un qui a une question sur son dossier de régularisation. Donc on est à une permanence syndicale. Il se trouve que ni Imen ni moi-même n'avons jamais fait suivi de dossier de régularisation. Ah pardon. Donc on est novices. Et on est reçu par une syndicaliste, et donc on est tous les 3 face à elle. Donc Imen, moi-même et Abdulrahman. Abdulrahman est le plus en face de la syndicaliste, et notre couleur de peau a permis enfin en tout cas, la syndicaliste s'est basée là-dessus pour faire l'inférence que nous, Imen et moi étions en soutien, et Abdulrahman a été identifié comme sans-papier. Au début de l'interaction, la syndicaliste regarde avec insistance Abdulrahman. C'est quelque chose que j'ai souligné dans mes notes de terrain tellement ça m'a frappé, en lui posant des questions sur son lieu d'habitation, de travail, etc. Bon, tout ça, à la suite de ça, il ressort qu'en fait, il ne peut pas, enfin voilà, la section syndicale, cette section locale ne peut pas traiter son dossier, on n'est pas dans la bonne permanence, quoi. Et là, la jeune femme se tourne vers nous et on engage une discussion sur la procédure en général. La responsable de la permanence arrive, elle passe quelques coups de fil pour identifier un interlocuteur qui serait pertinent. Donc là, la question, c'est que, en fait, pourquoi ce regard? Et donc, ce que je pense, c'est que ce regard-là, ce changement de regard vers Abdulrahman et puis après vers nous, c'est une manière d'actualiser, ne pas parler à la place des sans-papiers. C'est-à-dire qu'en fait, au début de l'interaction, la syndicaliste actualise ne pas parler à la place des sans-papiers avec ce regard.
elle nous ignorait complètement, en fait. Ce qui, du coup, est assez bizarre parce que ce qui aurait été possible, en fait, hein, si on était sur une règle de politesse, en fait, à 3 personnes, le regard aurait été balayant. Tandis que là, il était très dirigé. Et ça crée une différence avec le moment où elle bascule son regard vers nous pour poser des questions plus générales. Donc, en fait, dans cette interaction, ce que je vois, c'est d'abord, elle actualise ne pas parler à la place par ce regard, et puis après, peut-être en pensant que le niveau de français d'Abduldraman ne lui permet pas de répondre aux questions plus compliquées, etc. Mais après, en fait, elle quitte ne pas parler et elle s'adresse à nous. Donc, de ça, on peut tirer comme enseignement le fait qu'en fait, on peut basculer entre indexer le comportement, ne pas parler, et puis après passer à un autre, passer à un autre type de comportement. Alors évidemment, là, c'est que un exemple, un cas. Ce que je voudrais montrer, c'est que dans d'autres, on peut interpréter d'autres exemples, d'autres extraits, d'autres données langagières dans ce même état d'esprit, en fait. Par exemple, il est extrêmement courant de voir affirmer avec beaucoup de récurrence et un peu de lourdeur, en fait, presque la mise en avant de l'agentivité des personnes sans papier. Donc, par exemple, avec des énoncés comme la présence des cortèges de sans-papiers et migrantes en tête de manifestation, un contenu politique clair que nous demandons donc à toutes et tous de respecter. À la fin de cet extrait, une seule prise de parole aura lieu en fin de manifestation. Elle sera assurée par les représentants des collectifs de sans-papiers. Dans ces énoncés-là, en fait, on peut lire aussi le fait que la norme est respectée. Enfin, c'est des énoncés qui cherchent à rendre visible le fait que la norme est respectée par ce groupe en particulier. Et on le voit parce que quand cette norme est possiblement non respectée, c'est-à-dire là, en fait, vous voyez qu'il y aura dans le cortège de tête également un syndicat, enfin des représentants des syndicats, des états généraux de la migration, etc. Donc, ce ne sont pas des sans-papiers. En fait, pour pouvoir dire ça, il faut préciser, mais à la demande des collectifs de sans-papiers. Donc là, on est encore sur l'agentivité, mais là, ils demandent ils veulent mettre en avant la nécessité d'unité et d'égalité, et donc la banderole qui ouvrira les cortèges sera tenue par une représentation des signataires du manifeste. Donc en fait, là, il y a une justification de ne pas respecter, ne pas parler à la place, mais qui nécessite une concession, en fait, hein, de dire que c'est à la demande des collectifs de sans-papiers. Donc l'agentivité, elle est marquée à la fois par leur présence en tête et puis par leur demande par cette demande spécifique qui justifie de contourner de ne pas respecter, en fait, de ne pas respecter l'impératif. Excusez-moi, vous avez invité tout à l'heure à intervenir. J'ai une question, Oui. Peut-être j'ai décroché un tout petit moment. Qui émet ce document? Oui, je l'ai pas dit. D'accord. C'est un mail de liste de diffusion, en fait, d'une association, d'un regroupement d'associations qui organise une manifestation qui a lieu régulière, qui a lieu le 18 décembre, lors de la Journée internationale des migrants. Voilà. Donc, c'est un mail qui est écrit par des soutiens et qui s'adresse en majorité à des soutiens. C'est bon? Oui, merci. Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'est très régulier, en fait. Je vais passer certains exemples pour
pour revenir à donner un exemple d'interaction, donc ce que je voudrais, enfin voilà, vraiment la stratégie, elle est aussi d'accumulation de cas qui sont différents, mais qui manifestent le même principe de manière sous-jacente. Donc là, en fait, ce qui se passe, donc vous pouvez passer le gros pavé de texte au début, disons que c'est la réunion du collectif des sans-papiers. Il y a une longue prise de parole d'Alioune. Bon, tout a été, c'est pas les vrais prénoms, enfin les prénoms ont été changés, hein, donc une longue prise de parole d'Alioune. Ensuite, il y a une interruption de 2 secondes. Et en fait, cet exemple-là, c'est un cas d'interruption. Et là, en fait, je vais beaucoup m'appuyer sur ce qu'a montré Manon Imakili sur les interruptions dans les assemblées générales anarchistes. C'est-à-dire que comme dans ces réunions, la parole n'est pas distribuée librement, on s'inscrit sur un ordre une liste, et donc on parle les uns à la suite des autres. Donc en fait, ce n'est pas un dialogue de questions-réponses, il n'y a pas vraiment de paire adjacente. Et donc si on s'inscrit, on parle les uns à la suite des autres, eh bien, normalement, il ne devrait pas y avoir d'interruption, en fait. Donc là, en fait, on a à la fois cette règle-là, qui est une règle commune à beaucoup de collectifs militants, plus la question de ne pas parler à la place des sans-papiers. Et ce qui va se passer, c'est que va y avoir, donc je le commente un peu parce que c'est difficile à lire les interactions, mais il va y avoir une éventuelle interruption. Quelque chose qui peut être interprété ou qui a été interprété par certains comme une interruption. Donc, on a cette longue prise de parole d'Alioune. Ensuite, on a une petite pause de 2 secondes. Julien, qui est ce jour-là l'animateur de la réunion. C'est un soutien et il demande s'il y a besoin d'une traduction. Bon, est-ce qu'il y a besoin de, je ne sais pas, il veut dire de la traduction, hein, c'est bon. Et puis, voilà, quelqu'un commente, non, il n'y a pas besoin de traduction. Et là, Julien pense qu'il a interrompu Alioune, que Alioune n'avait pas fini, en fait. Ah, pardon, excuse-moi, je pensais que tu avais fini. Non, mais vas-y, continue. Si. Voilà, oui, non, c'est Samba, en fait, qui parle. Sinon, excusez-moi, du coup, voilà. Donc, Samba qui parle. Voilà, Samba lui dit non. Et en fait, Julien, il y a un chevauchement, en fait. Hein, Julien parle et Samba répond non. Et Julien dit, ah, pardon, excuse-moi, je pensais que tu avais fini, mais non, vas-y, hein, etc. Et là, il y a plusieurs personnes qui vont, contester en fait cette possibilité qu'on interprète ça comme une interruption. Alioune et Alioune qui donc là lui s'occupe de prendre les tours de parole. Alioune et Laura. Non, il a fini. Non, il a fini. Puis Samba lui reconfirme également, oui, c'est bon. Et Julien repart, du coup, reprend l'ordre interactionnel en demandant s'il y a besoin de traduction. Donc, vous voyez que qui est comme une possible interruption provoque une rupture des tours de parole pendant plusieurs tours de parole, en fait. Et là, en fait, et du coup, provoque aussi l'intervention de 2 personnes, Alioune et Laura, qui qui n'étaient pas locuteurs, en fait, qui n'étaient pas engagés dans cet échange-là. Pourquoi ça pourrait poser problème, cette interruption? À la fois à cause de l'ordre interactionnel militant, mais aussi parce que comme sous manifestation de l'ordre de ne pas parler à la place des premiers concernés, il y aurait une sous-règle interactionnelle qui serait il ne faut pas interrompre un premier concerné, donc ici un sans-papier. Et ça, je pense que, donc je le dis parce que, donc j'ai d'autres exemples qui sont très similaires.
de cas où une possible interruption provoque une discussion. Et puis aussi, c'est le statut des personnes qui réagissent. C'est-à-dire que Alioune est preneur de tour de parole et Laura est un des piliers du collectif, en fait. Elle est une des soutiens qui a participé à la création, assisté à la création du collectif des sans-papiers. Et le fait qu'elle dise non, non, il a fini, en fait, ça permet de clore le débat sur est-ce qu'il y a eu ou pas interruption, et voilà, c'est ça qui permet que l'échange reprenne. Voilà, donc là, c'était au niveau de la pratique de voir comment les gens, quelles sont les conséquences en fait de ce principe de ne pas parler. Voilà, par exemple, voilà, une autre exemple, mais je ne vais pas développer, mais c'est une autre interruption, ou pareil, où il y a ça suscite un débat sur le fait de savoir s'il y a eu ou pas interruption. Et un débat qui se passe en dehors de la personne qui aurait été interrompue, en fait, surtout. Voilà. Donc ensuite, je voudrais pas parler trop longtemps, mais pour qu'on ait de la place pour les questions, ce que je trouve en fait intéressant dans la manière dont ne pas parler à la place des premiers concernés circule, quand il circule en tant que principe, c'est la dimension dialogique, en fait, de cet énoncé-là, et le fait que ça s'inscrit, en fait, dans des relations de conflictualité entre les collectifs. Par exemple, ici, en fait, donc j'ai déjà lu cet exemple. Donc, c'est une militante qui revient d'une réunion avec un autre collectif et qui dit « Il voulait me faire parler pour les sans-papiers, mais au bout d'un moment, j'ai refusé. » Et en fait, ça s'inscrit dans un rapport de rivalité avec le collectif qu'elle accuse de vouloir la faire parler à la place des sans-papiers. Et cette dimension de conflictualité, on la retrouve très, très souvent dans les exemples, quelles que soient en fait les personnes qui le disent, parce qu'en fait, ça peut être dit par des soutiens, ça peut être dit par des anciens sans-papiers, ça peut être dit par voilà, et du coup de manière différente par des sans-papiers, mais voilà, l'énoncé, on ne doit pas parler à la place des premiers concernés, circule. Là, puis peut-être que j'arrêterai là-dessus, c'est un autre cas où on voit un conflit émerger. C'est une ancienne sans-papier qui s'exprime, donc Ma, et c'est après une réunion, et M et F qui sont des femmes soutiens. Et donc Ma commence en disant « Oui, on n'aime pas quelqu'un qui dit la vérité ». Une soutien répond « Les femmes ont droit à la parole ». Ben oui, attends, c'est normal. Et puis, donc voilà, elle s'adresse aux sans-papiers qui sont là, aux anciens sans-papiers, aux soutiens, mais laissez-la parler, elle a plein de choses à vous dire. Et Ma continue sur son idée, elle reprend « On m'a déjà dit que je ne suis plus un sans-papier, je suis un soutien, je n'ai pas le droit à la parole. » M fait bien, bah si, toi t'es... dès que la manif se termine, je rentre chez moi, je suis un soutien, je fais comme les soutiens, la manif se termine, je pars chez moi, je suis un soutien maintenant. Une soutien qui commence, c'est ridicule, tu as toute l'histoire du collectif, tu as plein de choses à apprendre, en plus il n'y a pas beaucoup de femmes, etc. etc. Donc elles ouvrent la discussion sur le genre. Et donc là, du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le statut des anciens sans-papiers, il est un peu ambigu. À certains, on ne reproche pas de parler à la place des sans-papiers, mais
ce qu'on observe là dans cet exemple, c'est qu'on est encore dans un contexte de critique, en fait. On m'a déjà dit, ça veut dire, on m'a déjà reproché, en fait, de parler alors que je ne suis plus sans papier. Voilà. Donc, l'autre versant, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pour certaines, je regarde, oui, je vais finir là-dessus, en fait. C'est-à-dire, la question, c'est après, c'est comment les sans-papiers eux-mêmes s'approprient cet énoncé, en fait. Et donc, ce qui est intéressant, j'ai pu traduire certaines des réunions. Donc, les réunions du collectif, je ne l'ai pas mentionné en fait, hein, mais elles sont plurilingues, en français qui est la langue pivot, et puis avec une traduction en soniké et en poulard, qui sont deux langues du Sénégal et du Mali. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, il faut trouver un porte-parole pour faire une intervention dans une manifestation. Et quelqu'un propose, donc si vous voyez, si vous à peu près vers le milieu, là, quelqu'un dit « Ah, mais donc en soniké, choisissez-en un parmi eux, quoi, enfin, c'est le traducteur qui a mis parmi en parlant des Toubabs. On lui répond « Non, mais les Toubabs, les Blancs, ne parleront pas à notre place, ils ne sont pas des sans-papiers. Ils ne peuvent pas parler à notre place. Ça, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais vous ne comprenez pas. Eux, ils ne sont que des soutiens. » Donc, ce qui est intéressant, là, en fait, c'est que dans ce moment, donc là, on retrouve les espaces cachés de Scott du début, c'est-à-dire que dans ce moment-là, ce que fait celui qui s'exprime ici, c'est de traduire, d'expliquer, de former en fait les autres à ce principe de ne pas parler à la place des premiers concernés, parce que si on voit cette proposition de choisir parmi les soutiens quelqu'un qui parlerait, en fait, pour cette personne-là, pour ce militant-là, ça ne pose pas de problème, en fait, que ce soit un des soutiens qui s'exprime. Mais on lui répond, non, ici, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, il faut respecter la règle. Voilà, je m'arrête là sur les exemples. Il y a en fait des questions de rivalité en fait, entre les collectifs qui vont se cristalliser sur cet enjeu de la parole. Moi, ce que je trouve riche pour une étude d'analyse du discours, c'est la dimension multimodale, langage, geste, multidimensionnelle. On le voit dans le lexique, dans la syntaxe, dans l'ordre interactionnel. C'est vraiment ces deux dimensions-là que je trouve intéressantes pour cette règle et cette règle métacommunicationnelle. Et je pense que pour l'analyse du discours en ce moment, ça peut être, voilà, c'est se confronter à des objets nouveaux, notamment aussi par la dimension plurilingue. Alors, même si évidemment je ne vais pas faire d'analyse des autres langues qui sont parlées, mais l'analyse du discours, c'est souvent, a concerné principalement des corpus monolingues ou alors des corpus plurilingues, mais de comparaison avec des dispositifs de comparatifs. Donc là, je pense aux travaux de Chantal Claudel ou de Patricia von Münchow, très structurés et qui reposent beaucoup sur la notion de genre, par exemple. Hein, donc on va comparer des genres dans différentes langues, un même genre. Et qui reposent sur des locuteurs natifs, en fait. C'est-à-dire que du coup, les locuteurs dont on analyse le discours sont natifs dans leur langue, quoi, soit en français, soit dans l'autre langue avec laquelle on compare. Tandis que là, si on analyse les propos des sans-papiers quand ils s'expriment en français, eh bien, ce n'est pas des locuteurs natifs, en fait. Et donc, il y a plein de phénomènes qui vont venir de leur langue d'origine et qui vont être pris dans des manifestations idéologiques, mais qui vont se manifester dans cette interlangue, en fait. Voilà.
voilà, je vais m'arrêter là, je pense. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. Il y a toujours beaucoup à dire entre le cadrage et les exemples. Et mais je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie. Merci pour ta présentation et cet exposé effectivement très riche. Alors, je vous propose de donner la parole aux participants et participantes. N'hésitez pas à lever la main. Donc, je vois Alexandre qui remercie. Peut-être en attendant, peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'avais juste peut-être une petite question sur dans le cadrage que tu as présenté. Tu as fait une distinction entre des approches qui finalement portaient stricto sensu sur le discours et puis l'approche qui serait celle de Benjamin Ferron, Claire Auger et Millinet sur la notion de dispositif. Et donc, je me demandais voilà, parce que qu'est-ce qui se distingue, enfin voilà, quelle était un peu cette notion de dispositif qu'ils envisageaient? Est-ce que c'est comme tu le fais, le fait de tenir compte aussi mais à mon avis, dans le discours, on le fait aussi, du contexte, de la situation de communication Alors, c'était plus l'idée, ce que j'aimais bien dans leur préface, c'est que c'est l'idée que il faut regarder comment est construite le dispositif pour accueillir cette parole, ou enfin le dispositif qui permet de dire ah voilà, on a donné la parole au premier concerné, etc. Donc l'opposition que je faisais, c'était plutôt entre des positions plus normatives et des positions plus descriptives, en fait. Parce qu'au final, il y a toujours un dispositif. Et je décris la règle métacommunicationnelle comme un dispositif, finalement. C'est un peu la même chose quand on dit dans un livre, on va recueillir des témoignages de personnes qui qui vivent dans les camps à Calais, par exemple. Il y a des recueils comme ça. C'est un dispositif de recueil de paroles pour porter la voix des premiers concernés, et de la même manière que ne pas parler à la place, ça construit une manière dont va s'organiser cette parole, en fait. Okay. Et positionner la parole des soutiens à côté, quoi. C'est peut-être pas très clair, hein? Si, merci. Merci, Marie. Alors, Johannes voulait prendre la parole. Oui, merci pour cet exposé très riche, aussi très clair, hein, d'ailleurs, c'est vraiment réussi. Je me demande comment tu tracerais la frontière entre le linguistique et le non-linguistique. J'imagine qu'ici, il y a une sorte de mélange entre les deux, hein. Il y a un vieux débat en analyse discours sur le discursif, le non-discursif, sur la part des institutions et le langage. Et donc, je me demande comment tu verrais cette distinction dans ton propre travail. Oui, mais en fait, non, je n'ai pas vraiment de réponse, parce que c'est plutôt une question à laquelle tout ça m'a amené. Et pour l'instant, c'est plutôt une question. Parce qu'en fait, c'est vrai que même dans les définitions qu'on donne traditionnellement, par exemple la définition que donne Mangno d'articulation d'un texte et d'un lieu social, si on dit que le langage est une pratique sociale, du coup, quid de la définition de l'AD comme le point d'articulation d'un texte et d'un lieu social, ça ne marche plus. Donc là, je n'ai pas de réponse, en fait. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais décrire le plus possible et puis voir un peu ce que ça m'a amené comme réponse à ce moment-là, parce que après, je trouve que l'intérêt déjà de cette recherche, c'est que ça ouvre sur une autre dimension de l'institutionnel. On a eu tendance à beaucoup prendre l'institutionnel dans le sens d'institutions établies. Et là, ça permet de prendre en compte des réalités sociales qui sont institutionnalisées, mais plutôt au sens de Marie Douglas, de manière plus
de manière moins officielle, en fait. Ou bien sur le temps, parce qu'en fait, on parle ici de procédure, de situation. Donc, c'est une organisation très temporelle du discours. Peut-être on touche ici vraiment la question des conversations et des institutions conversationnelles. Je ne sais pas, parce qu'en fait, plus je lis, là je lis des choses donc de Jacques Guillaumeau sur la Révolution française, c'est pas qu'on trouve quasiment les mêmes choses, mais franchement, il y a beaucoup de choses. Il a un article sur la construction de l'espace public réciproque, où donc il parle du pouvoir communicationnel d'Habermas, et il montre comment, au moment de la Révolution française, notamment dans les provinces, en fait, sont constitués plein de petits groupes pour diffuser la pensée de la Révolution. Et c'est vrai que ces discussions-là, elles sont presque déjà là, en fait. Donc, du coup, au niveau de la temporalité, ce qu'on disait sur... c'est vrai, avant, hein, on disait, on avait un peu, quand les analyses de discours parlaient des interactions, la réponse un peu toute faite, c'était de dire, oui, les interactions sont sur du temps court, et en fait, l'objet de l'analyse du discours, c'est plutôt les temps longs, mais en fait... il faut bien que les énoncés se diffusent, en fait. Donc, du coup, c'est peut-être voilà, la question des modalités de diffusion de ces énoncés fondamentaux, fondateurs, enfin, constituants, quoi. Oui, Luciana, oui. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation très intéressante, en effet. Je ne sais pas si une question, une remarque, peut-être sur la démarche d'analyse elle-même. J'aurais très envie, si j'étais à votre place, pardon, j'aurais très envie d'appeler cette démarche presque une démarche sociologique ou sociologisante dans tous les cas. Et est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous nommez la démarche d'analyse comme une phénoménologie du discours parce que vous êtes dans la situation et la conception de la signification de la parole et du discours dans des situations précises, et vous les analysez dans les situations en question et pas dans l'absolu, voire voilà, une ethnométhodologie du discours qui serait une autre forme de faire de l'analyse du discours. Alors, démarche sociologisante, pardon, moi, je me reconnais pas là-dedans, en fait, et je pense que c'est important qu'on affirme Enfin, voilà, moi, je crois toujours au pari de l'analyse du discours, de travailler sur des formes et de faire le lien entre ces formes et voilà, un extérieur. Bon, je ne sais plus très bien qu'est-ce qui est intérieur, qu'est-ce qui est intérieur maintenant, mais bon, en tout cas, de travailler sur les formes, pour moi, c'est ça qui est voilà, c'est ça qui est la motivation. Après, effectivement, ethnométhodologie du discours, oui, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, c'est sûr que pour moi, cette recherche m'a fait changer dans la manière que j'avais d'aborder le discours. Et puis, à vrai dire, c'est vrai qu'en fait, l'analyse du discours a beaucoup réfléchi sur la méthodologie, et depuis le début, en fait. Et donc, la méthodologie, c'est vraiment le tunnel. Et moi, j'avais aussi envie de sortir un peu de cette méthodologie-là. Mais après avoir présenté mes premiers articles comme une articulation, dans mes premiers articles, mon travail comme une articulation entre analyse du discours et sociolinguistique, j'ai finalement arrêté parce que en fait, ma formation est d'analyse du discours, et par exemple, vous remarquez, je n'ai donné, voilà, enfin, je suis toujours
pressée par le temps, pressée de dire les choses. Je n'ai fait j'ai à peine dit d'où venaient les personnes, en fait, avec qui j'ai fait l'enquête. Je voulais laisser un peu deviner, voilà, j'ai dit qu'il venait du Mali, du Sénégal, juste à la fin. Et ça, bon, voilà, un sociolinguiste n'aurait pas fait les choses comme ça. Donc, ma manière d'aborder les choses, elle est celle-là. Et je pense qu'en fait, il y a un vrai gain voilà, à aborder ces sujets-là par l'analyse du discours, en fait, et pas par la sociolinguistique. Et c'est vrai que il y a un gain de complémentarité, en fait. Et non, j'ai pas fait non plus de retour sur mon rapport au terrain, etc. Même si voilà, c'est intéressant aussi, en fait. Mais bon. Merci beaucoup. Alors, il y a Manon qui a levé la main et je ne sais pas si Rousse aussi et Marc. Je ne sais pas si Rousse, tu avais levé la main aussi. Ok, donc Manon, Rousse et Marc. Donc Manon. Alors, on ne t'entend pas, Manon. On voit que ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. C'est bon là, c'est bon, on t'entend. Ok, d'accord. Ok, je vois ça bien. Je disais merci. Marie, c'était super bien. Je suis super contente de t'avoir entendu présenter comme ça pendant 1 heure tranquillement, parce qu'on en avait déjà parlé un petit peu plusieurs fois ensemble comme ça. Mais la première anecdote avec laquelle tu as ouvert la présentation, c'était hyper intéressant. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, mais justement, je me demande cette question des formes en tant qu'analyste du discours, finalement, à quel moment est-ce que il y a un jugement de la part des acteurs où là, ça parle à la place ou pas? Parce que quand par exemple, tu donnes l'exemple avec le regard, c'est hyper intéressant, mais du coup, toi, en tant qu'analyste du discours, tu vas considérer cette forme-là. Enfin, tu vois, là, à ce moment-là, tu fais comme de l'analyse des interactions. Après, l'exemple avec non, il a fini. Oui, c'est bon, il a fini. Bon, là, il y a P3, il est délocuté. Oui. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça de formes où c'est… Alors, ce qui est marrant, c'est que là, il est délocuté au moment même où… Enfin, ça, c'est une boucle de déni, en fait, parce qu'au moment même où elle est en train de s'assurer que… il n'a pas été interrompu, elle le fait en le délocutant, donc c'est assez drôle. Mais voilà, je ne sais pas, parce qu'en fait, comme c'est des principes, on comprend bien le principe. Par contre, au niveau de la pratique, comment est-ce qu'on pointe les moments? Nous, en tant qu'analystes, on ne va pas se positionner. Là, il a parlé à sa place, là, il n'a pas parlé à sa place. C'est comme tu disais, on est plus team Claire Roger que team Cécile. Parce que parce qu'il y a le moment où on essaye de comprendre comment ça marche et il y a le moment où on se positionne politiquement, c'est-à-dire c'est deux moments différents. Mais justement, si on s'intéresse du point de vue des acteurs, quand eux, ils vont juger que là, il y a eu manquement à la norme, on va dire, à quelle forme est-ce qu'ils viennent pointer de discours illégitime? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors ça reste toujours… Tu dois avoir plein d'exemples en fait, et j'imagine que là, tu n'avais pas le temps de montrer d'autres corpus. Donc ta question, c'est quand les acteurs eux-mêmes jugent qu'il y a eu manquement à la norme, qu'est-ce qu'ils pointent? Qu'est-ce qu'ils pointent comme discours qu'est-ce qu'ils pointent comme segment discursif qui n'aurait pas dû être prononcé par telle personne parce qu'il n'était pas concerné? Ouais. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir… c'est souvent assez général, en fait. Tu vois, le cas des interruptions, c'est assez clair. Même si, donc effectivement, il est le locuteur qui aurait été interrompu et délocuté, mais par contre, il s'exprime aussi, il vient confirmer lui aussi, etc. Puis dans les deux cas, à chaque fois, il vient confirmer, quoi. Dans les quelques souvenirs que j'ai,
Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que quand on dit la parole des premiers concernés, c'est pas les mots des premiers concernés, c'est pas le contenu de la parole, en fait. C'est le fait de prendre la parole. Et là, il y a une grosse polysémie de paroles dans ces... Et qui, du coup, est un peu... Enfin, voilà. Ouais. Et souvent, c'est assez général, en fait. Oui, parce que c'est ça, parce que en fait, le principe, il est clair, mais en fait, c'est tellement devenu un figement, en fait. C'est tellement devenu galvaudé comme expression, comme beaucoup d'autres expressions, qu'en fait, on ne voit plus on voit plus qu'est-ce que ça vient désigner concrètement. Quel type de parole, à quel moment, dans quel contexte. Donc là, ça veut dire, l'interaction avec, c'était dans une administration, non, je ne sais plus là, justement. Syndicat ? Oui, avec le regard. Ouais, syndicat. Ouais. Là, au début, c'est même c'est surperformé d'une certaine manière au départ. Ouais. Et puis après, finalement, ça l'est plus. Non, mais je ne sais pas, ça me questionne. Ça l'est plus à quel moment, pour quel type d'information? Et est-ce que là, ça a été souligné que d'un coup, la norme n'était plus appliquée? Ou est-ce que c'est que toi qui l'as observé? Non, ça n'a pas été souligné en fait. Mais ce qu'il y a en fait, elle a posé les questions. C'était les questions du type nom, adresse, etc., qui sont des questions en fait auxquelles les sans-papiers sont habitués à répondre en fait. Parce qu'ils en ont besoin pour demander une carte d'AME, de sécurité sociale, disons. Et donc, je pense que c'est des questions dont elle faisait l'hypothèse auxquelles la personne saurait répondre, en fait. Mais que c'était pas, entre guillemets, le cœur de l'interaction. Il y avait vraiment un changement de contenu, en fait, qui accompagnait le changement de regard, en fait. Et quand elle s'est adressée à vous, c'était pour poser plutôt du coup des questions comment on va faire, de quelle section, de quel département la personne dépend, et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, qui peut nous aider, etc. Dans le sens où nous, en fait, elle imaginait qu'on allait suivre ce dossier, parce que c'est ce qu'on attend généralement des soutiens. Mais ça, c'est des réponses auxquelles le premier concerné avait des réponses. Il aurait pu répondre à ça, par exemple? Alors, c'est surtout ça. C'est vrai, il y a tellement de contextes. C'était parfois un peu long de présenter ces exemples, en fait. Mais oui, là, en l'occurrence, il parlait bien français, en fait. Donc, c'est parfois... C'est ça aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est parfois justifié par le niveau de langue, mais parfois non, en fait. Oui, parfois c'est des compétences génériques, parfois c'est des compétences linguistiques ou encyclopédiques, ou enfin tout un tas de savoir-faire qui sont supposés ou pas en fait chez l'autre. Ouais. Mais ouais. Ah ouais, dans ce cas, vous auriez pu dire, on n'a pas besoin de répondre, je ne sais pas, demandez-lui directement. Oui, alors des fois, ça se... Oui, c'est vrai, tu as raison, ça pourrait être un... Je ne sais pas si j'ai... Enfin, là, on ne l'a pas fait, je ne dis pas que notre attitude est particulièrement... non, mais ça aurait pu. Non, mais la question, c'est est-ce que ça aurait pu arriver, ce genre de truc, quoi? Oui, alors, il y a des... Ouais. Alors ça, je ne suis pas sûre que j'ai des enregistrements de ça, mais des situations où, justement, voilà, le soutien refuse de répondre, etc. Et souvent, ça fait des situations communicationnelles qui sont peu fluides, parce que... Enfin, qui ne sont pas toujours très fluides, en fait. C'est hyper intéressant. Voilà, j'ai fait aucune remarque, oui, je veux juste dire, je fais aucune remarque sur la nomination des personnes, que les mots que les gens employaient, les tout bas, les blancs. Bon, il y aurait à dire, mais en fait, il y a déjà eu tellement de travaux sur la nomination, je pense que ça ne vaut pas la peine de rajouter encore. Siblo a dit beaucoup de choses. Merci. Merci, Manon. Rose? Oui, merci pour cet exposé. Et tout d'abord, je me réjouis de voir que vous avez pris cette approche descriptive et non pas normative, puisque finalement, la question des normes fait partie du corpus à étudier, et ce n'est pas aux linguistes ici de donner, enfin selon moi, de donner des normes, mais d'étudier la façon dont ces normes sont posées et respectées. Donc, ça me paraît vraiment, enfin bon, voilà, c'est juste
une remarque de soutien, si j'ose dire. Par contre, alors bon, vous vous concentrez essentiellement sur finalement une sorte de métalangage, c'est-à-dire ce qu'ils disent de la prise de parole, du fait de ne pas prendre la parole à partir des autres et de la façon dont à partir de là se construit finalement, doivent se construire un dispositif et puis des identités dans l'espace public. Mais est-ce qu'il ne serait pas aussi intéressant d'étudier la façon dont la parole des sans-papiers, finalement, dont elle se présente, c'est-à-dire la façon dont bon, je vais revenir à Medus Mani, mais la façon dont il se construit un ethos. Il y a toute une question de construction d'ethos qui est extrêmement importante. Et puis, peut-être dans tout ça aussi, de voir pas seulement la question de qui peut ou pas prendre la parole à la place de qui, mais ça c'est le point de vue argumentatif, de voir comment ça se débat, comment le débat se construit sur la place publique et quels sont par exemple, je ne sais pas, les types de raisonnements, les arguments que donnent ces sans-papiers, pour voir un petit peu comment voilà, une parole se construit dans certains dispositifs et puis permet aussi de construire des identités individuelles et collectives. Alors, c'est vrai que oui, je n'ai pas abordé la question de la construction de l'éthos des sans-papiers, au sens où comment eux, quel éthos ils développent en tant que militants. C'est pas forcément une question simple, en fait, à laquelle répondre, au sens où s'il y a certaines personnes qui sont très stables et qui restent très longtemps dans les mobilisations, etc., ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc concrètement parlant, ça serait pas, je ne sais pas si ça serait si simple que ça en fait à faire. Et c'est vrai que oui, j'ai pas voilà, la question du débat public politico-médiatique sur ce thème-là. Voilà, c'est vrai que c'est pas l'objet que j'ai pris. En fait, c'est la première fois que je travaille sur du métalangage, en fait, ou des métadiscours. Et voilà, et en fait j'avais envie de me limiter à ça, en fait, à cet objet-là, mais en dépassant ils disent que, et donc, etc., ce qui n'est pas forcément facile d'un point de vue analytique, mais en essayant un petit peu bon, je suis passée vite là sur la deuxième partie, mais en essayant de dépasser le récit de qui dit quoi, en fait, voilà. Mais si vous prenez par exemple cette question de la présentation de soi, même si on ne suit pas le développement d'un individu particulier, la façon dont il se construit son identité, est-ce qu'on ne peut pas, dans cette dispersion même des paroles, essayer de retrouver les modalités de construction d'un ethos collectif qui serait un ethos de sans-papiers militants qui s'opposerait, je ne sais pas, ou qui différerait d'un ethos de sans-papiers tout court. Ah oui, oui, je pense qu'on peut on pourrait le faire, en fait. Hein. C'est des discours qui sont basés sur un rappel de l'histoire coloniale de la France, du rôle des soldats des anciennes colonies au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est très... Voilà, un mélange aussi avec des mots d'ordre syndicaux, d'union, etc. Mais peut-être que moi, ça me semblerait... voilà, bon, après, ça serait un peu plutôt une autre recherche, en fait.
moi, ce qui m'a vraiment intéressé, en fait, quand je faisais l'analyse de discours sur des figements, de la phraséologie ou du lexique, j'avais cet intérêt pour la multidimensionnalité des phénomènes et la multidimensionnalité de la construction du sens. Et en fait, c'est cette même problématique que je cherche à travers cet objet de métalangage, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Okay. Mais j'ai des données suffisantes pour plein d'années et puis plein de futurs doctorants quand j'aurai le statut. Merci Marie, merci Ruth. Marc, tu voulais intervenir? Oui, merci Marie, c'était vraiment intéressant. J'ai bien aimé cet exposé. J'ai bien compris l'intérêt de saisir cette norme, de ne pas parler à la place des intéressés, qui est une norme politique, enfin je dirais essentiellement politique. Et j'ai bien compris ton projet de la saisir à ces différents niveaux de construction, dans ce que tu appelles la multidimensionnalité de la construction du sens. Donc, du coup, on touche à plein de choses. Moi, j'ai entendu, c'est vrai, j'ai entendu un peu comme Luciana, un peu d'ethnométhodologie, c'est les acteurs qui affirment par leur comportement langagier, leurs actes sociaux, et ce n'est pas aux sociologues ou aux linguistes ou aux discursivistes de les analyser de l'extérieur, etc. J'ai entendu des choses comme ça, et puis en même temps, des choses se font dans la pratique et se disent en même temps. Il y a quelque chose de troublant là entre ce qui est montré et ce qui est dit. Alors évidemment, comme Ruth, j'ai tout de suite pensé, je suis en train en plus de lire le bouquin de Magno là, sur l'éthos, j'ai tout de suite pensé à l'éthos dit, à l'éthos montré, ce qui se montre dans les pratiques interactionnelles et ce qui se réaffirme, ce qui se dit comme une norme, tu as appelé ça métacommunicationnelle. Oui. Moi, j'interroge, en tant que sociologue, j'interroge la démarche. Alors, c'est sûr que c'est très intéressant de voir ces différents niveaux, comment ils s'emboîtent, comment ils se percutent, comment ils se complètent, comment on peut dire et en même temps faire dans l'interaction. Mais justement, c'est ça qui m'amène à une autre idée de développement, peut-être, je ne sais pas, ou de proposition de travail. Quand Magno parle de la tension entre l'éthos montré et l'éthos dit, on peut dire des choses et pas les montrer, on peut montrer des choses et pas du tout les affirmer comme une norme métacommunicationnelle. C'est ce jeu entre les différents niveaux, tu parles de multidimensionnalité, donc c'est les jeux qui peuvent opérer. Et alors, j'associe ça à autre chose qui est, en écoutant tes derniers extraits, la norme de ne pas parler à la place des autres devient parfois complètement dysfonctionnelle, politiquement et socialement. Cette norme, elle a des effets. Elle a des effets, moi je dirais à certains moments, de faire taire des gens qui auraient des choses passionnantes à dire et qui feraient avancer le combat militant. Et puis, il y a d'autres moments, des gens qui ne vont pas oser prendre la parole alors qu'ils sont porteurs de... Ils ont été eux-mêmes dans cette position institutionnelle, enfin, je veux dire non institutionnelle, justement, d'être un migrant qui désire entrer dans un territoire et s'y inscrire, etc. Mais... le dernier exemple montre que cette dame-là a occupé ce statut et tout d'un coup, de manière assez fictionnelle, elle s'interdit d'avoir ce statut parce que la norme finalement ambiante est tellement évidente, c'est tellement justifié, auto-déclaré, auto-présenté, auto-légitimé que elle n'ose plus prendre la parole alors qu'elle le ferait et ça serait sans doute très intéressant. Alors, je me dis, l'analyse de discours, enfin, moi, j'ai toujours milité pour ça, pour qu'elle aille voir quand même
de son espace, mais un peu plus ce que le discours permet comme transformation sociale ou comme mouvement social, même pas de transformation, mais du mouvement simplement. Moi, je pense qu'entre le dit et le montré, il y a de la norme, il y a sans doute des choses intéressantes à voir, des contradictions, qui font que socialement, il y a des possibilités politiques ou des empêchements politiques simplement de prise de parole politique ou de déclarations militantes qui sont possibles ou empêchées. Et du coup, moi, j'aurais envie de proposer que cette norme, elle soit plus située dans une diversité de contextes pour voir comment elle fonctionne comme un potentiel politique. Mais c'est descriptiviste, hein. Je pense qu'il faut absolument une position descriptiviste. Quand tu reprends le slide de Marianne Pavot, où elle montre, enfin pas son slide, mais la référence à Marianne Pavot qui montre qu'il y a un acte de charité, etc., elle est dans le jugement moral complet et elle veut d'une position de toute puissance scientifique imposer aux acteurs des pratiques qui ne sont pas du tout les leurs. Enfin, il faut décrire, ou pas encore les leurs, enfin, il faut décrire les pratiques telles qu'elles sont. Et justement, moi, je pense que dans ces pratiques, ça serait intéressant de regarder comment cette norme dysfonctionne à certains moments, ou comment cette norme est mise en mouvement, comment cette norme transforme les contextes, comment des acteurs qui auraient aimé parler ne peuvent pas parler parce qu'ils s'auto-interdisent de parler parce que la norme est prégnante. Peut-être aussi comment des acteurs réaffirment cette norme, mais l'affirment comme effectivement comme un ethos dit et pas comme un ethos réel. Voilà. Qu'est-ce que ça crée comme dynamique dans les situations sociales que tu étudies? Alors, je sais qu'on sort là. On sort un peu de l'analyse de discours, mais en même temps non, parce que c'est dans l'espace du discours que ces mouvements opèrent et que ces mouvements ont des effets pragmatiques en termes sociaux. Qu'est-ce qui interdit à l'analyse de discours de caractériser un peu ces situations sociales, de les qualifier, et de montrer comment elles se transforment sous l'effet de ces mouvements de discours? Voilà, mais c'est toujours un point de vue, j'ai toujours un point de vue, moi, d'opérationnalisation de l'analyse du discours dans des démarches sociologiques, mais sans aller vers une macro-sociologie des normes qui construisent les postures militantes. Et là, il y a des travaux de sociologues qui ne s'intéressent pas au langage et qui montrent d'autres choses, mais comment, du point de vue de ces mouvements de discours, il y a des choses qui se mettent en place et qui transforment de manière microsociale ou qui agissent de manière microsociale. Oui, alors, bon, je comprends effectivement cette question. Bon, c'est souvent une question qui peut être traité entre sociologues et linguistes, analystes de discours. Pour moi, c'est compliqué en fait de raisonner en tant que ne serait-ce qu'ethos dit, ethos montré, parce qu'en fait, les ethos sont variables en fonction des situations. Donc évidemment, il est inenvisageable pour qui que ce soit, là, dans tous les collectifs, que dans un moment de rassemblement public, en fin de manifestation, s'il y a des prises de parole, que ces prises de parole soient faites par d'autres personnes que des sans-papiers. Mais par exemple, dans les réunions, ça va gêner personne si les réunions sont de temps en temps ou tout le temps animées par un soutien. Donc en fait, le poids que mettent les acteurs dans la norme, il va varier en fonction des situations. Donc c'est assez compliqué. Et tu parlais de Marianne, de cette femme qui disait oui, on me dit que, etc. Ça n'empêche pas de enfin, je veux dire, moi je l'ai encore revu dans une manifestation participer. Donc en fait, le problème, c'est qu'en fait, dans ce cas-là, la discussion sur la norme va en fait masquer des conflits de personnes. Vraisemblablement, là, c'est un conflit localisé. Donc, en fait, je ne dirais pas du tout qu'elle a été empêchée de prendre la parole, en fait.
Oui, mais comment elle est utilisée pour masquer un conflit, comme tu le dis là, là, il y a quelque chose d'une dynamique sociale à l'horizon. D'accord, ça te suffit. Okay. Voilà. À l'horizon de ton analyse des formes, tu vois, c'est ça qui est. Oui. Alors, ça, c'est beaucoup de conflits se cristallisent là-dessus. Donc, voilà, c'est utilisé, par exemple, un rapport de force sur un collectif qui a été évincé d'une prise de parole de fin de manifestation. En fait, il peut demander à intervenir et puis, pour bien marquer sa position, imposer une prise de parole en français et puis double traduction voilà, en plusieurs langues, en fait, pour marquer, sa présence et deux, le respect très visible de la norme. Donc là, c'est vraiment le fait ça sert à asseoir une position de force, en fait. Donc oui, ça ça porte souvent, voilà, les conflits se cristallisent là-dessus, en fait. Mais exactement comme on peut avoir sur un mot, le mot rigueur va en fait, voilà, l'analyse des débats, des polémiques sur les mots, par exemple, c'est vraiment un peu similaire, en fait. Oui, mais de décrire un peu ce que ça fait, et quels jeux de langage sont possibles et quels effets ils ont au plan de la sociologie de la situation, enfin, de la construction de l'interaction, simplement. Moi, je trouve intéressant. Ça donnerait une profondeur, je dirais, et peut-être analytique du côté du social, qui serait encore plus intéressante. Oui, j'ai du mal un peu à investir, en fait, ça. J'ai l'impression de faire du contexte, en fait, je dois avouer. Alors, du coup, j'ai déjà beaucoup de contexte. Parce que mais tu as raison, non, les sociologues ne font pas ça, donc personne ne le fait. Oui, d'accord. Les sociologues sont dans des regards soit statistiques, soit interprétativistes à partir d'entretiens, mais ils ne saisissent pas le social dans sa construction discursive et dans des mouvements qui… Là, il y a du politique quand même, il y a du social, il y a du politique, il y a de l'interactionnel, et c'est social tout ça. C'est un peu dommage de ne pas le mettre plus en évidence pour créer cette… on a parlé d'ethnométhodologie, il y a quelque chose là qui ressemble un peu à l'ethnométhodologie qui pourrait être fait. Oui, je me raccroche pas. On en parlait plutôt par rapport à l'évolution j'en parlais plutôt par rapport à l'évolution de l'analyse du discours, mais c'est vrai que je me raccroche pas à ça. Mais bon, normalement, en fait, bon là je l'ai pas fait, mais par exemple, un sociologue comme Lilian Mathieu en décrivant l'espace de concurrence entre les groupes militants est assez fin sur ces questions. Voilà. Très bien. Alors Manon, je crois, voulait intervenir. Manon? Oui, non, mais je ne sais plus, c'était juste comme ça sur le moment. Mais oui, en effet, je trouve ça vraiment passionnant. Ça rejoint la question que je me posais tout à l'heure, en fait, selon à quel moment et à quel contexte est-ce que ça va être pertinent, en fait, de faire jouer la norme et pour quelles raisons? Parce qu'en effet, ça me fait penser à ce truc de cacher en montrant, en surperformant la norme, qu'est-ce qu'on ne montre pas? Moi, c'était ça la question que je me posais aussi dans ma thèse, c'est en mettant autant l'accent sur la quantité de paroles, finalement, on ne parle jamais de la valorisation de ce qui est dit, en fait. Et des fois, en une phrase, on va peser sur la suite de toute l'Assemblée générale, alors que quelqu'un qui a parlé énormément et très très longtemps, finalement, il a pissé dans un violon, passez-moi l'expression. Et donc, je me posais la question, qu'est-ce qu'on cache en montrant ça? Et puis, non, un peu par rapport à quand je disais tout à l'heure, oui, je suis d'accord avec toi, Marie, sur le fait que c'est hyper important quand on fait de l'analyse d'être descriptif. Après, je n'ai pas l'impression que les deux démarches forcément s'opposent. Moi, je comprenais plutôt les citations de Marianne, je ne sais pas, mais de Cécile en tout cas, comme des postulats de base. Évidemment, le néocolonialisme il est présent partout sur ton terrain, du début jusqu'à la fin du terrain, et il est partout dans ton corpus. Simplement, ce n'est pas ça que tu vas montrer. Puisque de fait il est là et on ne peut pas le nier, c'est plutôt comment est-ce que les acteurs vont composer avec ça, ou en le mettant en mots d'une certaine manière,
ou pas, etc. Voilà, c'était plus. Oui. C'est-à-dire que l'article de Cécile Canu, il porte vraiment sur certains dispositifs, enfin, elle décrit justement des dispositifs, en fait, qui sont teintés de néocolonialisme. Non, mais t'as raison, hein, t'as raison. Comme tu l'as rappelé, en fait, là, c'est très, très marginal. On parle de réunions politiques qui réunissent quelques personnes dans un quartier de Paris, etc. C'est pas on va dire, voilà, comme tu citais l'article textométrique, là, dans la presse nationale, dans l'espace public général, c'est ultra minoritaire. Évidemment, jamais les sans-papiers n'ont la parole au journal de 20 heures. Typiquement. Oui. Donc là, en fait, on est en train de parler d'une petite interaction dans une petite réunion dans le 20e, un soir de la semaine, qui a réuni 15... Enfin, je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire, même si c'est quelque chose qui revient tout le temps, ça fait écho à notre projet en cours, mais c'est très marginal. On est du côté vraiment de la marge et pas de... ce qui est... Oui. La norme au sein de l'espace public en général de la société française. Voilà, Ouais. C'est-à-dire qu'au niveau, donc, le projet auquel Manon fait référence, c'est qu'on prépare avec Manon et Juliette Rennes un numéro sur les coulisses du militantisme pour Langage et Société. Là, par exemple, sur la parole des sans-papiers dans la presse, il y a un peu plus maintenant, mais c'est vrai que c'est le résultat d'abord de lutte historique. Je parlais de 96, occupation de l'église Saint-Bernard et grève de la faim. Il y a eu de temps en temps des mobilisations, et c'est aussi le travail de syndicalistes qui ont beaucoup défendu les sans-papiers sur leur lieu de travail et permis qu'il y ait un petit peu plus de visibilité sur ce sujet. Et ce dont on parle là actuellement sur les visas de travail, etc., c'est le résultat de ça, mais c'est c'est des choses qui sont en coulisses, sauf que la CGT discute avec la préfecture, c'est des... c'est le résultat de multiples interactions, en fait. En fait, c'est plus des contre-normes que des normes. Encore. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, NP3, pour moi, c'est dialogique, en fait. De toute façon, c'est une norme alternative. Ouais. C'est ça. Oui, parce que sinon, on oublie qu'en fait, c'est dans des espaces marginaux militants, on expérimente des contre-normes pour créer des espaces où on essaierait de réfléchir à la parole différemment. Et en effet, c'est des réactions, c'est réactif. C'est bien parce qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Oui, c'est ça. En fait, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté un peu lourdement sur le fait que c'était des discours militants, parce que ça, souvent, on l'oublie. Et pourquoi on l'oublie? Parce que, moralement, c'est difficilement opposable, cette question d'écouter les premiers concernés, parce qu'en fait, après tout, ça paraît de bon sens. Ah bah oui, c'est quelqu'un qui travaille dans le nucléaire, qui parle du nucléaire. Bon bah oui, pourquoi pas. Et c'est pour ça, en fait, que ça pose autant je pense, de friction. Parce qu'il y a à la fois ce côté, c'est plein de bon sens, et ce côté, ça fait bouger un peu nos usages. Et peut-être aussi, effectivement, que ça empêche des prises de parole qui étaient souhaitables ou non, en fait. Mais c'est pas si... ce qui est assez... C'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est cette espèce d'évidence, en fait. C'est vraiment un discours d'évidence, je trouve, ne pas parler. Et en fait, pas du tout. En vérité. Ah oui, pas du tout. Je pense par exemple tout ce qui est relatif aux travailleurs et aux travailleuses du sexe et toute la lutte féministe autour de ça, et puis le conflit avec les féministes abolitionnistes. La place donnée aux premières concernées, c'est central et c'est le principal sujet de clivage. Oui. Ouais. Donc, c'est pas du tout consensuel, même si après, transposé ailleurs, comme sur l'exemple du nucléaire, là, tout le monde est d'accord. Voilà. Oui. Et de fait, je pense que ça
c'est une question qui va structurer beaucoup de groupes militants, en fait, actuellement, c'est comme si c'était une espèce de... Parce que c'est lié aux modalités d'organisation, en fait. Ça impacte concrètement l'organisation, c'est-à-dire que si vous dites c'est les prostituées qui s'expriment pour elles-mêmes, du coup, voilà, c'est pareil, qu'est-ce qu'on fait des soutiens, voilà, et... ça change les revendications aussi. Ben oui. Ouais. Oui, non, mais complètement. Du coup, concrètement, ça a un impact très réel, en fait. Après, c'est aussi, je pense aussi, quelque chose de générationnel. Hein. Moi, du coup, j'ai écouté un peu, on m'a rapporté des conflits qui se sont passés dans d'autres situations, d'autres villes, où il y a une question générationnelle assez forte, en fait. Je ne sais pas, par exemple, dans le féminisme, il faudrait aller regarder dans les archives du MLAC des années 70, dans toutes les luttes pour le droit à l'avortement, quelle était la place donnée aux hommes, en fait, sur ces questions. Est-ce qu'ils pouvaient s'exprimer je sais qu'il y avait beaucoup de gynécologues hommes, notamment les premiers. Au MLAC, ouais. Je ne sais pas si... Il y a un film récent qui s'appelle Annie Colère avec... Qui est sorti, qui parle du MLAC, et justement c'est assez intéressant parce qu'il y a justement ça, et on sent un petit peu ce conflit-là, en fait, parce que les hommes une majorité des hommes étaient médecins, en fait, du coup, voilà. Oui, voilà. Il y a à la fois si vous dites que si vous dites que ça change les revendications, moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on parle de ces discussions sur les prises de parole et de ces prises de parole, il faut voir quelle est une pratique, comment s'exprime, quelles revendications, selon quelle modalité s'exprime-t-elle, et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là entre une prise de parole, je ne sais pas, par les prostituées ou par leur soutien. Je pense que si on ne regarde pas ça, on reste quand même sur une problématique, qui est certainement importante, mais qu'on ne peut pas autonomiser. Oui, bien sûr. Oui. Oui, mais en l'occurrence, pour les sans-papiers, je ne suis pas sûre que... Autant pour les prostituées, il y a une grosse différence, en fait. Hein. Mais pour les sans-papiers, je ne suis pas sûre que les revendications elles-mêmes aient beaucoup évolué. Parce que c'est toujours régularisation pour tous, en fait. Régularisation de masse, ce n'est pas au cas par cas. C'est vraiment ça. Non, mais les modes, la mise en discours de ces revendications. Oui. Le mode de raisonnement, les façons de les présenter, les tentatives de se faire entendre, enfin, je ne sais pas, moi, ça me paraît quand même essentiel. Et la question des prises de parole et qui va parler quand et comment, et qui est liée à ça quand même. Ah oui, ça, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais d'une certaine manière, moi, c'est comme naturellement, j'ai plus envie de subordonner les revendications à l'étude de cette revendication sur le discours, en fait. Oui, je comprends. Parce que d'une certaine manière, les revendications, même leur mise en mots, d'une certaine manière, ça... en tout cas, à ce moment-là, ça m'intéresse moins. Pourtant, avant, j'ai travaillé sur l'événement. Donc, avec là, vraiment, justement, cette question de comment est l'événement, est-ce qu'il est plus comme ci, plus comme ça, etc. Et là, ça ne m'intéresse plus. Momentanément. Voilà. Ça reviendra. Oui, voilà. Merci vraiment Marie pour ton intervention. Merci à toutes et tous pour votre participation. Je vais arrêter l'enregistrement.